Depuis environ 200 ans et sous plusieurs visages, industriels et paternalistes, colonial et raciste, financier et crapuleux, libéral et sauvage, le capitalisme fait la preuve tous les jours qu'il a surtout mis sous coupe réglée une partie de la population mondiale asservissant, exploitant les corps au service de quelques-uns. Sa dernière réussite étant bien entendu d'avoir réussi à faire payer par le futur employé son outil de travail, on appelle ça l'ubérisation des moyens de production, ou comment dans le système Uber, avant de travailler pour la maison mère, le futur employé doit d'abord se payer le véhicule choisi selon les critères énoncés par la start-up américaine. On appelle ça le progrès. Et dans un tel système, les hommes comptent moins que les comptes d'exploitation annuels, les salariés moins que les actionnaires. C'est ce qu'est en train de montrer le procès qui s'est ouvert cette semaine à Paris, à l'encontre de plusieurs anciens dirigeants et cadres de France Télécom pour harcèlement moral. Et pour la première fois, c'est le management d'une entreprise du CAC 40 qui est ainsi formellement mise en cause. Milieu des années 2000, souvenez-vous, France Télécom, devenue depuis Orange, vient d'être privatisée et face à la concurrence, à Internet et les portables qui se développent, aux pressions des actionnaires pour un retour sur investissement plus important, la direction de l'entreprise décide de se séparer de 22 000 de ses salariés en 2 ans, soit 20% de son effectif total. Petit problème néanmoins, 65% de ces employés sont encore fonctionnaires et donc encore protégés par leurs fonctions. Mais qu'à cela n'étienne, l'ancien PDG Didier Lombard et son équipe imaginent 2 plans, Next et Act, mis en place dès 2006 afin d'inciter au départ. Pour cela, l'encadrement est convoqué régulièrement à des séminaires de formation afin de s'imprégner des consignes directoriales. Jeu de rôle où l'on doit s'entraîner à signifier à son équipe que, je cite un participant à ces séminaires, signifiait donc à son équipe qu'elle ne fait plus partie de l'entreprise, que d'ailleurs dès demain, elle ne fait plus partie de l'organigramme. On y apprend aussi à isoler un salarié, à l'humilier en public, à lui donner ordre et contre-ordre afin de l'écœurer. C'est cette forme de management toxique et pervers, fait de harcèlement moral, de déstabilisation, de création d'un climat de travail anxiogène visant à passer les salariés par la porte et par la fenêtre, selon le mot du PDG du groupe lors d'un de ses séminaires, qui est jugé à Paris depuis lundi. 42 jours d'audience, 50 témoins attendus pour juger un harcèlement moral érigé en système, ayant quand même entraîné au bout du compte 19 suicides et 12 tentatives de le faire. Elle est pas belle la vie? Salut les filles, c'est Joe Kangourou pour un nouvel épisode de Caramel Mou saison 30, réalisé par Jérôme. Dans un instant, notre bon professeur Thibaut nous livrera une nouvelle rubrique pelliculaire et comme à son habitude, il ne sait toujours pas de quoi il va parler à 5 minutes de prendre le micro. Cet homme est un escroc. Rubrique attention les yeux à prévoir. Et puis je recevrai Olivier Cussac, musicien et compositeur. Homme de l'ombre et pourtant omniprésent sur la scène toulousaine musicale depuis qu'il a repris les rênes du studio Condorcet il y a maintenant une petite douzaine d'années. Depuis, tout le gratin des musiciens d'ici et d'ailleurs sont passés devant ses consoles et ses micros. En vrac, Hyperclean, Initiative H, Le Tigre des Platanes, Marie Sigal, I'm Mine, Primitive London, Rémi Panossian, Makoto Kawabata, Sabotage, Aquaserge, La Recette, Nicolas Gardel, Lagdaranou, Dunst, La Friture Moderne, Rétroviseur, Puccinella, l'Artichaut Orchestra, Stabata Kish, Alfie Reiner, plein de groupes et de musiciens et de musique que l'on a beaucoup écouté dans cette émission hebdomadaire. C'est vous dire si je suis content de recevoir ce musicien et ingénieur du son qui viennent par ailleurs de sortir la composition d'un film, d'un dessin animé qu'ils viennent de faire. Le dessin animé s'appelle Terra Willy et il est sorti il y a à peu près 1 mois sur toutes les salles de ciné, même les toulousaines. Mais on commence tout de suite par la nouveauté de la semaine. Voix profonde, vibrante, magnétique, habillée d'une musique folk qui tire sa source de la tradition des chanteuses américaines façon John Baez, Mimi Farina ou Mélanie, pour un répertoire chanson explorant la relation amoureuse, les fêlures de la vie ou les joies du moment. Voilà rapidement résumé le contenu du nouvel album de Lise Martin, Persona, chanteuse née dans la région de Vichy, toulousaine depuis 2 ans après un long séjour parisien où elle a fait ses armes dans les bars et les petites salles de la capitale. Persona, album faisant alterner le sombre et le lumineux, le réel et l'onirique. Lise Martin, on écoute tout de suite un extrait de cet album, La Plume, extrait donne de Persona, son nouvel album, c'est Caramel Mou et c'est tant mieux.
J'ai rencontré un ange noir, au visage pâle comme la lune. J'ai rencontré un ange noir, au visage pâle comme la lune. Il m'a invité à m'asseoir, tout près de lui là sur la dune, et m'a raconté des histoires. Il m'a raconté des histoires d'amour et de rayons de lune. Il m'a raconté des histoires d'amour et de rayons de lune. Il a caressé mes espoirs du bout des ailes et de sa plume, et j'ai fait semblant de le croire. Et j'ai fait semblant de le croire lorsqu'il me promettait la lune. Et j'ai fait semblant de le croire lorsqu'il me promettait la lune. Mais quand j'ai cru apercevoir ses larmes roulées sur la dune, j'ai détourné le regard. Oui, j'ai détourné le regard sans en être un goût d'amertume. Oui, j'ai détourné le regard sans en être un goût d'amertume. Et comme j'aurais dû le prévoir, mes yeux s'attardant à l'écume, il a disparu dans le noir. Il a disparu dans le noir, me laissant à mes infortunes. Il a disparu dans le noir, me laissant à mes infortunes. Envolé avec mes espoirs, il ne m'a laissé que la plume avec laquelle j'écris ce soir. Caramel mou. Ce soir, sur la place, grande séance de cinéma avec le célèbre et audacieux Jim Parker et son cheval Dixie, de l'aventure et des galopades dramatiques avec le cavalier du Far West. Oh, Jim. Daphne, I love you. Et voilà que se pointe devant le micro de ce petit studio coincé sous le tripode C de la fac Paul Sabatier, notre bon professeur Thibaut. Bonsoir. Bonsoir, petite fée de la FM. Bonsoir, professeur. Donc, je le disais en début d'émission, à votre habitude, vous arrivez sans trop savoir, quoique, pour une fois, je vois des notes sur un papier et même un DVD que vous tenez nerveusement entre vos mains. Même deux. Regardez, je vais vous le montrer, c'est dommage, je connais pas l'image. Oh, enfin. Est-ce que j'aurais dû continuer à teaser, comme on dit, oh non. comme disent les jeunes. Oh non, ça fait 2 mois que vous nous en parlez. Alors il fallait bien le faire un jour. Eh ben voilà. Hein? Porno Holocauste. Alors le fameux porno Holocauste de Joe D'Amato. Mais si, voilà. Olivier Cussac, vous croyez quoi? Qu'ici on parle pas culture, mais exactement. Tout à fait. On y est en plein. Alors que je pensais avoir vu, mais en fait pas du tout. Alors pour moi ça a été une découverte. Je connaissais bien le réalisateur, Joe D'Amato. Mais, voilà. mais pas cet exemplaire de son œuvre. Mais pas ce détail de son œuvre dont je ne peux m'empêcher de rappeler quand même le résumé. Oui. Si vous voulez bien. Et surtout, donc, la question qui nous taraude tous depuis 2 mois. Voilà, la question qui nous taraude tous et donc que je vais vous reposer dans quelques minutes. Donc, porno Holocauste de Joe D'Amato, alors 1980-81. On ne sait pas trop, vous allez voir pourquoi, c'est un petit peu compliqué de définir la date de réalisation réelle du film. Bref, attention, le résumé, c'est parti, on s'accroche. Un groupe de chercheurs constitués du docteur Lemoire, du couple de biologistes Ken et Simone Keller, de la doctoresse Annie, d'un marin et d'une comtesse nymphomane, s'embarquent pour une île tropicale afin d'effectuer des travaux scientifiques. Arrivés sur les lieux, ils constatent les dégâts occasionnés par les derniers essais nucléaires, mais le pire reste à venir. Formidable. Alors ça c'est formidable. Alors moi ça me donne envie. Ouais. Voilà. Avec toujours cette question. Voilà. Alors que fait donc une comtesse nymphomane dans cet équipage dans une île tropicale, parce que quand même elle est entourée de savants qui sont toutes très très sérieux, qui eux vont enquêter pour savoir ce qui s'est passé sur cette île où on a fait donc des essais nucléaires. Donc là on vend un peu la mèche. Alors avec une deuxième question là qui m'interpelle aussi. Pourquoi la scientifique ne s'appelle que Annie? Elle a pas de
dedans? Non, Non, dans le voilà. film aussi. Bon, voilà. Dans le film, elle s'appelle aussi Annie. Alors, Annie. que fait la comtesse nymphomane? Alors, Oui. moi, je vais vous Vous qui donner avez vu le film. Voilà, moi qui ai vu le film, je vais vous donner une réponse de Gascon. Elle n'est pas que nymphomane. D'accord. Voilà, Ok. c'est tout ce que j'ai à dire. C'est pas une sur réponse ce- de Gascon, ça, c'est une réponse de Normal. Voilà, c'est c'est tout ce que j'ai à dire. Donc, alors effectivement, on est en présence d'un porno. Mais pas que, si vous me passez l'expression. Pourquoi? Parce que ça fait partie de ces films très très bizarres. C'est les mélanges de genres pratiqués par Joe D'Amato. Alors, qui est Joe D'Amato? Alors déjà, c'est pas son vrai nom. C'est quelqu'un qui s'appelle Aristide Massasesi, pardonne ma italienne, donc qui est un réalisateur italien, alors qui a au moins 200 films au compteur. Qui a œuvré sous une trentaine de pseudonymes. C'est très difficile de retrouver exactement ce qu'il a fait, ce qu'il n'a pas fait et tout, etc. En gros, il a fait de tout. Donc, je ne résiste pas à une flopée comme ça de titres. Emmanuel et Françoise, réalisé en 1975, qui vient de ressortir d'ailleurs en Blu-ray, chat qui fume. Emmanuel en Amérique. Il aime bien les Emmanuel, hein, vous avez remarqué comme ça. L'incroyable viol sous les tropiques, qui n'est autre que Emmanuel chez les cannibales, La nuit fantastique des morts-vivants, Anthropophagus, formidable film d'horreur des années 80 avec cette superbe tagline, l'homme qui se dévore lui-même. Donc, C'était donc vous êtes formidable. venu nous parler ici il y a quelques années. Voilà, Hathor l'Invincible, qui était un faux Conan aussi, voilà, qui démarquait le film avec Schwarzenegger et le gladiateur du futur, bien sûr, qui lui capitalisait en fait sur le succès des Mad Max. Donc c'est du cinéma bis, du grand, du beau, du vrai. Et je vais terminer en citant quand même Caligula, la véritable histoire, qui tablait donc sur le Caligula de Tintobras. Voilà, et qui reprenait d'ailleurs la même affiche. Voilà, hein, qui s'embarrassait pas de tout ça. Entre Italiens, on cède. Voilà, donc, alors, ce porno Holocauste, qui dans la carrière de Joe D'Amato, fait partie de ces films tournés en République dominicaine. Il est parti là-bas à un moment donné, il a tourné, plusieurs films. Donc, il a tourné des pornos, il a tourné des films d'horreur, et puis un peu, il a mélangé mélangé les le deux. tout. Alors, il est resté là-bas, je crois, 3-4 ans. Donc, pendant 3-4 ans, en fait, il a bossé, il a pas arrêté de tourner, donc c'est très difficile, il y a une poignée de films comme ça, c'est très difficile de savoir s'ils ont été réalisés en 78, en 82, en 81, etc., etc. Mais peu importe, car Porno Holocauste, ça c'est quand même un titre qui claque, etc. Alors Porno Holocauste, une fois qu'on l'a vu, certes, il y a beaucoup de porno, mais il y a peu d'Holocauste. Voilà. Alors bon, quelque part, heureusement, C'est un scandale. voilà, quelque part, heureusement, et comme je disais, quand même, c'est le joyeux mélange des genres. Donc, où, effectivement, au début, on est sur du porno, et arrivé au 2 tiers du film, on tombe dans un film un peu écolo-catastrophique avec des mutations génétiques, et on va terminer, en fait, sur un film d'horreur. Voilà, pour revenir à une scène porno, somme toute, complètement, que j'ai trouvé complètement démente, mais à la fois très, très, très jolie. C'est qu'une fois que tout le monde a été massacré, on part de l'île sur un petit canot de sauvetage comme ça, et il y a juste un survivant et une survivante. Écoutez, ma foi, ça suffit. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut, écoutez, on s'envoie en l'air comme ça pour terminer le film, ce que j'ai trouvé absolument remarquable. Qu'est-ce qu'il y aurait à dire de plus? Eh bien, apparemment, pas grand-chose. Pas grand-chose. Voilà, c'est Porno Holocauste. C'est une expérience de 108 minutes quand même. Hein. Ah oui. Là, c'est pas c'est pas du petit lait. Et en petit bonus, je vais vous en faire quand même un petit second DVD. Regardez Allez. ça. Voilà. Alors ça, c'est formidable. Ça, je l'ai vu tout récemment. Je pensais que c'était une arlésienne du cinéma d'exploitation. Ça s'appelle El Vampiro y el Sexo. Voilà, donc le vampire et le sexe, qui est un film de René Cardona, qui est un film mexicain, alors qui est un film avec le catcheur Santo. Alors est-ce que je dois rappeler qui est Santo vite fait? Alors, Santo est une figure de la culture populaire mexicaine, c'est un catcheur, il était véritablement catcheur, c'est aussi un héros de plus ou moins de romans photos, bande dessinée, et c'est aussi un héros de film. Et alors, les films de Santo, c'est un petit peu comme les jeux MB, c'est de 7 à 77 ans, c'est-à-dire que tout le monde peut les voir. C'est un petit peu, c'est le super-héros. Santo sait tout faire, surtout du catch, mais il est aussi très 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 intelligent. Et comme je l'ai dit, c'était vraiment des films pour
toute la famille. Sauf, il y a eu, voilà, un cas à part, c'est ce El Vampiro y el Sexo, puisqu'à l'époque, donc, René Cardona, le réalisateur, a tourné une version érotique, donc, de ce fameux Santo et le trésor de Dracula, qui est le véritable titre du film. Hein, voilà, donc du catch, voilà, Dracula, tout ça est excessivement logique, etc. Et voilà, et ben on a pimenté un petit peu tout ça avec quelques nudités. Donc là, on a un Dracula un petit peu grivois. Je sais pas si je dois vous raconter l'intrigue. En fait, c'est Santo qui a trouvé le moyen de de fabriquer une machine à remonter le temps un peu en carton, faut bien le dire, et de projeter comme ça les personnes dans le temps. Mais alors, très bizarrement, il s'aperçoit que les femmes, c'est beaucoup plus facile de projeter une femme dans le temps qu'un homme. Il y a des lois de la physique qu'on ne comprend pas. Exactement. Seul Santo les comprend. Lui, il les a compris. Donc, ça, c'est formidable. Oui. Moi, j'ai appris quelque chose. Donc, il va renvoyer une jeune fille dans le temps, mais en fait, il va la renvoyer à l'époque de Dracula. Mauvaise idée. Voilà, et donc Dracula, bien sûr, est entouré de femmes vampires, etc. Donc, je vous dis pas tout ce qui se passe, etc. La seule chose qu'il faut savoir, c'est qu'à peu près aux 2/3 du film, il y a le traditionnel combat de catch. Ah, bien sûr. il y a Santo, il faut bien qu'il serve à quelque chose. Exactement, il faut bien qu'il fasse du catch, etc. Il faut bien qu'il sorte les biscottos. Donc, alors, pourquoi c'est assez exceptionnel, cette sortie ? Parce que c'est le seul film de Santo érotique. C'est en principe Santo, il n'y a pas ou alors c'est vraiment très 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 léger. Là on se croirait vraiment comment dire, dans un bis italien de la bonne époque des années 70. C'est très 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 curieux parce qu'il y a toute la naïveté qu'il y a dans ces produits ultra populaires, donc ces fameux films de catcheurs, mais du coup avec ce côté un peu bis là, un peu zarbi là, qui vient parasiter tout ça. C'est voilà. Alors moi j'ai pris un très très grand plaisir à mater ce machin. C'est la bizarrerie, la curiosité, surtout qu'en bonus de ce El Vampiro y el Sexo, vous avez donc le film original Santo et le trésor de Dracula. Donc ça, c'est à ne rater sous aucun prétexte. Et en plus, regardez, vous ouvrez. Alors là, c'est dommage, on ne peut pas voir, mais il y a des très très jolies cartes postales. Regardez, El Vampiro, il y a le Sexo. À envoyer à son meilleur copain pour son anniversaire. C'est assez fabuleux. Là, ça fait un beau cadeau. C'est formidable. Ça fait un beau cadeau. C'est formidable. Pour Noël. Alors peut-être, peut-être que je suis un peu en avance. Mais je pourrai en reparler à Noël. Voilà. Comme ça me fera une chronique un peu où j'aurai déjà rien à branler. Voilà, comme d'habitude. Voilà. El Vampiro y el Sexo de René Cardona. Ça, c'est sorti. Les deux films sont sortis chez Bac Film. Voilà, donc un éditeur hautement recommandable. Ça fait un super double programme. Moi, je me suis enchaîné les deux. D'abord, j'ai fait Porno Holocauste. Voilà. Alors, je me suis dit quand même, je n'ai pas trop envie de terminer sur ce film où il y a beaucoup de porno et peu d'Holocauste. Et donc, je me suis passé El Vampiro y el Sexo, qui est un film, alors par contre, où il y a beaucoup de El Vampiro, mais très peu de El Sexo. El Sexo. Et voyez comme les choses avec sont, au milieu un combat de catch assez formidable. Comme les choses sont complémentaires. Formidable. Merci Bac Film. Eh bien, merci professeur Thibault. À bientôt. Lassant occupé des passants, me penchant sur la balustrade, je me livre à ce jeu charmant qui à lui seul vaut la balade. Je crache dans l'eau sur les poissons qui nagent. Ça fait des ronds rigolos et puis ça soulage.
Orange Bleu, moi je crache dans l'eau un morceau des années 30 chanté à l'époque que par Lucienne Boyer, qu'un groupe tarnais, Orange Bleu, avait eu la bonne idée de reprendre au milieu des années 90, vers 95-96. Et derrière ce projet musical d'Orange Bleu se cachait déjà la patte plutôt éclectique d'Olivier Cussac. C'est lui qui joue des claviers sur ce morceau, qui joue aussi de la trompette. Un groupe de 4 ou 5 personnes qui a sévi un tout petit peu à Albi et un peu aussi à Toulouse. Et c'est comme ça personnellement que je vous ai connu, Olivier Cussac. Qu'est-ce que ça vous rappelle ce groupe Orange Bleu? Salut Joe Kangourou, je me marre parce qu'en fait c'est super naïf ce qu'on avait fait à l'époque et qu'est-ce que ça me rappelle, plein de très bons souvenirs. Bien sûr, tu rappelais ce live au Mandala qui était des concerts où on s'est vraiment beaucoup amusé. En juin 98, pendant la Coupe du Monde. Oui, on était tous enfermés dans le Mandala et on était obligés de jouer de la musique. Ouais, puisque ce soir-là, il y avait un Toulouse-Roumanie qui faisait peur à toute la police toulousaine et tous les bars avaient été fermés. On s'était retrouvés coincés au Mandala à écouter Orange Bleu. C'est super naïf cette musique. On avait une 25 ans d'années, quoi, et j'écoute ça, j'écoute plus jamais ça bien sûr, mais ça me donne, voilà, ça me rappelle de très bons souvenirs, quoi. Et c'est vos premiers pas en musique. C'est vrai que vous êtes maintenant, j'allais dire plutôt ingénieur du son, plutôt manager de studio. Je le disais en début d'interview, c'est vous qui dirigez actuellement le studio Condorcet, qui va bientôt disparaître, mais vous nous expliquerez pourquoi tout à l'heure. Après avoir fait quand même quelques études musicales assez poussées, le violon en particulier, mais aussi la trompette. Comment c'est arrivé un peu la musique dans votre vie? Alors, la trompette... Parce qu'on a vraiment l'impression que vous y avez baigné très jeune. Je me marrais parce que la trompette, je crois que c'est Stéphane de Quichante qui m'avait offert une trompette 3 mois avant. Et du coup, je joue je joue très très mal, mais je joue au service du morceau, disons. Moi, j'appelle ça de l'embrouille, ça marche, quoi, mais... je pratique pas la trompette de manière très sérieuse, mais n'empêche que quand on doute de rien, finalement des fois on fait des choses qui ressemblent à ce genre de truc. Et c'est vrai qu'en 96 le trip-hop n'était pas encore complètement éclos, et on avait un sampler, un Unito 16 pistes à bande, des limitations techniques, mais qui fait qu'on l'a transformé finalement en quelque chose d'assez poétique et d'assez joli, quoi. Et c'était personnellement c'est le premier album de musique personnelle que j'ai pu sortir. Dans la musique, comment vous y êtes arrivé? C'est l'environnement familial qui vous y pousse? Non, pas du tout. Mes parents sont tous les deux fonctionnaires. Ce qui n'empêche pas qu'ils peuvent écouter de la musique. Mais justement, on écoutait beaucoup de musique sur la stéréo familiale. Et on a été à un concert de Los Incas, si vous voulez savoir précisément. Et on a acheté le disque. Je l'ai toujours au studio, ce disque d'ailleurs. Et le soir, je rentrais, je mettais le disque et avec le pipeau, la flûte en plastique là, qu'on a tous à l'école, je rejouais par-dessus parce que j'avais dû avoir une espèce de flash sur cette musique. Et de fil en aiguille, j'ai continué à jouer. J'ai pris des cours de violon. Et j'en ai eu marre du violon, j'ai appris la basse en autodidacte, j'ai appris plein de choses. J'ai commencé à enregistrer des groupes de rock'n'roll dans le garage de mes parents. Et de fil en aiguille, j'ai appris un peu toutes ces techniques d'enregistrement, ainsi de suite, d'écriture. Alors vous disiez ingénieur du son. Non, je suis pas ingénieur, je suis bricoleur. En fait, je suis musicien. Et j'adore mettre les mains sur les boutons, sur les consoles, sur les micros, ainsi de suite. Mais je dirais jamais que je suis ingénieur du son. N'empêche que ça fait partie de vos études, non, à un moment donné? Non, pas du tout. J'ai fait des études de théorie musicale, d'instruments, et basta. Après, tout le reste, c'est vraiment un parcours d'autodidacte, y compris l'apprentissage des nombreux instruments dont je joue sont tout assez mal, mais que j'arrive à intégrer dans mes musiques, quoi. Ouais, évidemment que vous jouez très mal des instruments, tout le monde le sait. D'ailleurs, ça s'entend assez régulièrement dans vos productions. On parlera aussi de l'intérêt que vous avez pour les claviers. C'est vrai que là aussi, vous êtes un sacré collectionneur de claviers. Mais avant
de revenir sur tout ça, puisque on finira l'interview en parlant de votre actualité du moment, c'est-à-dire la sortie de cette bande originale de films, cette bof, comme on dit dans les milieux autorisés, donc autour du film Willy Terra, ou Terra Willy. On va un peu découvrir la playlist que vous nous avez envoyée pour illustrer un peu votre parcours, puisque c'est traditionnellement ce qu'on demande à tous les invités depuis septembre lorsqu'ils arrivent dans ce studio, c'est qu'ils n'arrivent plus seuls et pas accompagnés, mais ils arrivent avec une liste de morceaux et de disques qu'ils ont trouvés importants dans leur parcours, et un mélange de vieux et de jeunes. Et le Beaucoup premier, de vieux. Oui, mais pas mal de jeunes aussi, puisque quand même le premier morceau que vous nous avez demandé de passer ce soir, eh bien, c'est ce morceau-là. On écoute tout de suite ce jeune homme et vous nous en parlez juste après. Cherchant un banc bien gaulé, trouvant un banc mal gaulé, debout près d'un banc mal gaulé, assis sur ce banc mal gaulé, je chéris ton cœur. Je chéris ton cœur adoré. Dans un coin d'architecture manquée, un méandre de la cité. Allons bon. Bertrand Belin, extrait de son dernier album, le morceau Nouvelle Chose, l'album Persona, comme le titre de l'album de Lise Martin. Je suis en train juste de m'apercevoir de ça. Belin, pourquoi ce choix? Parce que comme ça, il a l'air assez loin de vos univers. Bah écoutez, il y a une espèce de hype sur ce type ces temps-ci qui aurait plutôt tendance à m'agacer a priori, sauf qu'un jour j'étais dans ma voiture, j'ai entendu ce morceau et j'étais littéralement, je me suis senti comme un ado de 14 ans qui est hypnotisé par un morceau, par le son de synthé, par la simplicité, par l'espèce de fluidité du texte qui va dire tout et rien en même temps. Et du coup je me suis précipité sur l'album, qui est pas aussi bon que ce morceau il me semble, mais il y a vraiment un côté hypnotisant et une espèce de comme un papillon dans les phares d'une voiture avec ce morceau. J'adore vraiment. C'est un côté que vous cherchez dans vos compositions, cette fluidité et ce côté un peu minimaliste? Bah, c'est la quête d'une vie en fait. On essaie toujours de faire des choses les plus simples possibles parce qu'on s'aperçoit que les belles choses sont souvent très très simples, et c'est ce dénuement qu'on recherche tout le temps. Avec la maturité, ça commence à venir, j'ai l'impression, mais c'est vrai que j'ai le défaut de parler trop vite et le défaut de mettre beaucoup trop de choses dans mes musiques. Mais là, ça commence à se décanter un petit peu, j'ai l'impression. Notamment à dégraisser comme le mammouth. À dégraisser. Notamment dans la BO de Terra Willy, j'ai l'impression d'être arrivé à quelque chose un peu sur le trognon de pomme avec les choses essentielles qui subsistent. Enfin, en tout cas, c'est le travail d'une vie. N'empêche que pour Terra Willy, vous composez pour un orchestre symphonique de 80 musiciens. C'est ça qui est génial, c'est d'avoir une Ferrari et de rouler à 50, quoi. et d'économiser l'essence. Oui, on peut dire ça, c'est de bon ton. Très bien. Mais c'est vrai. Deuxième morceau. Là, on écoute Mosé Sumney, qui est cet artiste, et pourquoi arrive-t-il aussitôt dans votre playlist ? Je sais pas. J'étais chez Croque Vinyle l'autre jour, j'ai entendu ce morceau et j'ai été pareil hypnotisé par le terme de sa voix, la tessiture. Le fait que ce soit cette basse qui est un arpège qui joue, c'est un aspect très curieux dans ce morceau, et les cordes qui arrivent un peu après. Et j'adore cette simplicité, ce côté aérien. Et j'étais séduit par le terme de cette voix. Je sais pas du tout qui est ce gars, et il faut que j'achète son disque d'ailleurs, mais j'ai écouté ça avant-hier et ça fait partie des coups de cœur très très récents, quoi. Ce qui fait que quand même, puisque ce que je demande à tous les invités qui passent dans cette émission, c'est d'essayer de repérer des disques importants dans leur trajet. Vous en avez peu, et c'est au fur et à mesure de votre écoute au jour le jour que vous décidez que des morceaux sont importants pour vous, qui vous accrochent, mais j'allais dire, il n'y a pas de background défini qui peut expliquer comment vous êtes arrivé à faire ce que vous faites, et que c'est la musique au jour le jour, comment elle arrive et comment elle s'écoute.
c'est une vie, c'est impossible de répondre. C'est ce que j'ai écouté. Enfin, on a tous le même parcours avec des musiques qui nous ont choqués, qui nous ont émerveillés quand on était petit, quand on était adolescent, quand on était plus tard, quand on reprend. Et on est assis sur des sédiments musicaux qui sont tellement immenses. L'épaisseur de tout ce qui a été écrit jusqu'à nos jours est tellement énorme et riche que on a une vie à découvrir plein de choses. C'est pour ça que dans ma playlist de 10 morceaux, je suis désolé, mais il y a peut-être deux morceaux qui sont récents et tout le reste c'est des morceaux plus anciens. Mais bon voilà, je suis aussi, faut l'avouer, je suis fasciné par les années 60 et les années 70, par l'espèce de liberté, d'inventivité et de non-barrières qu'on avait à l'époque. Et que voilà, dans cette liste, je suis désolé, mais il doit y avoir 8 sur 10 qui soient avant 1976. C'est comme ça. Qu'est-ce qu'il écoutait, Olivier Cussac, quand il était à la fin du collège? Bruce Springsteen. Si vous voulez savoir, en 79, The River est sorti. Mon père achète une stéréo, une Celestion avec un ampli Harman Kardon. C'était la plein boom de la hi-fi. Il m'amène, j'avais 8 ans. Il m'amène chez un disquaire parce que lui n'écoutait que du classique. Et il avait envie de faire claquer les watts un peu avec un truc un peu moderne. Et je me revois dans le magasin avec lui demandant au disquaire qu'est-ce que vous avez de musique moderne qui est sortie. Et je me rappelle toujours, c'était très vif dans ma mémoire. Le vendeur revient avec un disque de Bob Marley et The River de Springsteen. Et mon père n'a pas trop hésité, je ne sais pas pour quelle raison. Il a pris The River, c'est un disque que j'ai écouté 500 milliards de fois. Et parfois je me dis, tiens, qu'est-ce que je serais devenu s'il avait été Bob Marley. S'il avait acheté Bob Marley, voilà. On a quand même des questions assez existentielles comme ça dans la vie. Allez, prochain morceau. Sébastien Tellier, La Ritournelle. Alors ça quand même, j'allais dire un des papes de l'électro française, même s'il est un peu méconnu et qui s'est un peu grillé lorsqu'il a voulu absolument aller faire le concours de l'Eurovision. Il s'est pas grillé, il a fait rire tout le monde. Il n'y a que lui qui peut faire ça. Ouais. C'est vrai que depuis la fin du XVIIIe siècle, le ridicule ne tue plus, heureusement. Heureusement. Mais Tellier, quelqu'un de... c'est le plus beau morceau du monde. Il y a une espèce de magie dans ce morceau et c'est Tony Allen qui drive la batterie. Ces cordes, cette espèce de mélancolie larvée. Dont Tony Allen, le batteur de Fela, on va le rappeler. C'est magnifique, il n'y a rien à dire, il faut écouter, c'est les cordes, quoi. Je sais pas, c'est superbe. En écoutant cet après-midi la bande originale de Terra Willy, je me disais que c'était peut-être ça aussi qui vous éclatait dans la musique du film, c'est la possibilité de pouvoir mélanger des cordes, des cuivres, une section électrique. Bien sûr, c'est le pied intégral de pouvoir faire jouer un orchestre, de rajouter des batteries dessus, des basses, des guitares. C'est la musique que j'ai envie d'écouter, de jouer, de produire, d'écrire. On est à une époque où on travaille devant un ordinateur, le soir on lit les mails devant un ordinateur, on regarde les films devant l'ordinateur, on regarde du porno devant un ordinateur, j'aurais pas dû dire ça, et on fait de la musique devant l'ordinateur et quelque part, moi j'ai envie de choses plus ambitieuses, j'ai envie de cordes, de cuivre, de percussions, donc si vous regardez les morceaux que j'ai amenés ici, il y a souvent des sections de cuivre, de cordes. Parce que la chair de la musique est là et ça va 2 secondes de jouer avec des plugs sur un ordinateur portable. Mais je suis rien contre le médium, mais j'aime écouter des choses plus ambitieuses et ma foi, voilà, la musique pour moi c'est ça, le poumon de la musique c'est les cordes et les cuivres et on peut tourner tout ça dans le sens qu'on veut. C'est la musique réside là, quoi. Et des cuivres, et des cordes, on en trouve dans le morceau suivant de Dick Annegarn. Coutances, extrait de cet album sorti au début de l'automne, 12 villes, projet que Dick Annegarn avait dédié à un certain nombre de morceaux qui décrivaient des villes dans son répertoire, mais qu'il avait arrangé pour orchestre symphonique. C'est aussi cette touche symphonique qui vous touche, qui vous a touché dans cette réinterprétation? Une fois de plus, on a l'ambition là, de quelqu'un qui se dit tiens, je vais confier les arrangements parce que c'est pas lui qui a orchestré, c'est une personne un musicien qui était avec lui, dont j'ai oublié le nom. Donc là, l'ambition de décrire pour l'orchestre symphonique avec des arrangements super riches,
très ambitieux. Et au-delà de ça, il faut aussi savoir que Dick Engarn chante en direct avec l'orchestre. C'est pas du re-re, c'est pas du montage sur ordinateur. Je parle même pas d'autotune, de toutes ces saloperies. C'est de la musique tout simplement. C'est des gens qui partagent un instant musical ensemble, avec des arrangements somptueux et des sonorités hyper belles. L'album est magnifique, franchement. Il y a ces 12 morceaux qui sont tous différents. Et la poésie de Dick Engarn qui est lunaire, qui a un rapport avec aucun autre artiste, je trouve, qui est vraiment unique. Ce disque pour moi est vraiment magnifique. J'ai eu la chance d'avoir les partitions sous les yeux, et c'était une très grande richesse de pouvoir accéder de pouvoir ouvrir le moteur, j'allais dire, et voir un peu comment il s'était démerdé pour écrire tout ça. Et qu'est-ce qu'on en tire de la vision comme ça des partitions? Quand vous dites on ouvre le moteur, c'est vraiment ça, c'est la mécanique intime de l'artiste là qui... Voilà, c'est la technique. Après tout, on peut très bien apprécier cette musique sans savoir comment c'est écrit. Mais, oui, heureusement, parce qu'il n'y aurait plus personne qui pourrait l'apprécier. On est d'accord, mais voilà, moi je m'intéresse à l'orchestration, bien sûr, et là j'entends les sonorités, je me dis tiens, comment il a fait ça, j'aimerais bien avoir la partition, et quand j'ai réussi à la soutirer à Dick, peut-être j'aurais pas dû dire ça, et du coup c'est toujours très précieux de pouvoir savoir ce qui se passe exactement dans les notes, dans les textures, ainsi de suite. Vous dites que votre démarche est ambitieuse. C'est quoi pour un compositeur? Non, j'ai pas dit que ma démarche était ambitieuse. J'ai dit j'aime entendre des musiques avec de l'épaisseur, avec de l'ambition. Et je suppose que c'est ce que vous voulez faire quand même. Ben, bien sûr, c'est mon. Et là, j'aurais un hommage à TAT parce que les moyens qui mettent à ma disposition, notamment pour Tiraouli, c'est l'orchestre symphonique avec 80 musiciens. Donc TAT, c'est le studio toulousain qui est à l'origine et qui a créé le dessin animé. Alors TAT, c'est trois garçons toulousains qui font du film d'animation depuis 20 ans. Il se trouve qu'avec Les As de la Jungle, on a eu un gros succès. Je dis parce que on est co-auteur des films. Enfin, j'écris la musique avec eux depuis le début. Le film est vendu dans quasiment 100 pays. Qu'est-ce que je dois... Oui, la série, je veux dire, le film au cinéma, on a fait 3 millions de spectateurs. Et il se trouve qu'avec Tiraouli, le succès est un peu moins grand, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais bon, en tout cas, voilà, c'est une équipe qui continue à écrire des films de manière indépendante et de manière 100% toulousaine. Et c'est unique, il faut le souligner. Le budget de Tiraouli, c'est 5 millions d'euros. Le budget du Parc des Merveilles, c'est 100 millions. Voilà. C'est quelque chose qu'il faut... donc, le budget de Tiraouli, c'est 3 minutes d'un film Disney ou Pixar. Ça, c'est un chiffre qu'il faut connaître. Et vous disiez que ce studio, dont TAT, met à votre disposition des moyens que vous ne pourriez pas trouver ailleurs. Ben, forcément, ceci dit, il y a plein de producteurs qui pensent qu'on peut faire la même chose avec des synthés, avec des banques de son. Et c'est très certainement ce qu'on entend à droite à gauche. Mais les projets comme Minuscule, le dernier film qui était au cinéma il y a quelques semaines, donc on a aussi de l'orchestre. Enfin, il y a quand même il y a quand même beaucoup de musiques de films qui sont encore écrites pour des orchestres, et je m'en réjouis parce qu'il y a une tradition, de la musique orchestrale liée au cinéma qui existe depuis le début et qui apparemment on n'arrive pas à la dégager, même si ça coûte cher. En tout cas, ça donne des frissons et ça donne une plus-value aux images qui est incontestable. Donc on continue, et moi je me réjouis de... Justement, j'ai rué un peu contre les ordinateurs et la musique, j'ai rien contre les ordinateurs, ainsi de suite, mais ce qui me réjouit, c'est quand j'écris de la musique sur une partition, je me dis tiens, je suis en train de perpétuer une manière de faire qui date depuis des siècles, qui existe depuis des siècles, et cette idée de continuer, de perpétuer, malgré tous les changements qu'ont pu connaître la production et de la musique, la production et la diffusion, en fait on pose des notes, il y a des gens qui jouent ces notes avec des instruments classiques, et pour moi il y a un côté traditionnel que je trouve vraiment très agréable, quoi. Ce qui fait que, par exemple, lorsqu'on parlait de clavier tout à l'heure et de votre attrait pour les claviers, c'est plus des claviers analogiques que des machines. Moi, je suis un fou, quoi. Si vous passez au studio, il doit y avoir une quarantaine de claviers.
Le plan, c'est que je les ai pêchés à l'époque où personne n'en voulait, et où ça coûtait pas très cher. Maintenant, tout le monde veut ça, donc forcément, les cotes sont complètement idiotes. Oui, et puis ce qui est un attrait pour tout musicien venant dans votre studio. Il est sûr au moins de trouver ces claviers-là. Ben, c'est ce qui fait la particularité du studio, c'est que c'est en plus des murs, de l'acoustique, c'est qu'il est fourbu de tout un tas d'instruments, de guitares, de basses, de claviers, d'amplis, d'instruments qui ont fait l'histoire de la musique. Quoi. On va peut-être en parler 2 secondes de ce studio Condorcet, donc vous avez repris il y a une 12aine d'années, vieux studio qui a maintenant une 50aine d'années, monté au début des années 70 par Jacques Cardona et Francis Portery. François Portery. Et François Portery, on y a vu passer là aussi tout le gratin toulousain de l'époque, la variété des années 80, c'est là qu'elle s'est fabriquée, mais il y a aussi des artistes anglo-saxons qui sont venus régulièrement jouer dans ce studio. Exactement, j'allais rétorquer, c'est pas que la variété toulousaine, il y a des gens comme Lionel Hampton, Buddy Guy, et pas mal de bluesmen américains qui ont enregistré au studio. Il y a aussi le générique de Goldorak, enfin, il y a tout un tas de choses. Quoi. Et on le disait, en début de programme, la musique de film, c'est quelque chose qui vous intéresse énormément, c'est quelque chose que vous faites beaucoup dans ce studio. On va juste écouter un des morceaux de musique de film que vous nous avez amené. On ne pourra pas tous les écouter, parce qu'on va quand même finir l'interview en écoutant du Terra Willy, mais vous nous avez demandé aussi ce morceau-là de Georges Delarue, extrait du film L'aîné des Fers Chauds. Vous nous parlez un peu après de votre intérêt pour la musique de film. Là, on parle de Georges Delarue, mais on pourrait parler aussi de Laurent Petit-Girard. On pourrait aussi parler de François de Roubaix, d'Ennio Morricone aussi, puisque je me souviens à l'époque où Ennio Morricone devait passer à Toulouse, vous vous régaliez déjà il y a 3-4 ans à l'idée de pouvoir l'écouter sur scène. Bien sûr. C'est vrai qu'il y a cet intérêt marqué pour la musique de film qu'on a vu il y a pas très longtemps à la Cinémathèque, lorsque vous avez fait un hommage à Claude Ledoux, immense chroniqueur cinéma, critique cinéma, mais aussi auteur de courts-métrages et de moyens-métrages et de documentaires sur le cinéma. Personnage toulousain mort il y a une quinzaine d'années, auquel la Cinémathèque a rendu hommage il y a 2 mois. Pour l'occasion, vous aviez fait un spectacle et un concert avec quelques cadors de la scène toulousaine autour du western, puisque Claude Ledoux était spécialiste du western. Western italien, ouais. Ouais. C'est quoi cet intérêt pour la musique de film? C'est vraiment un genre à part dans la musique? C'est pas un genre à part, c'est protéiforme. L'intérêt de cette musique, c'est que tout est permis et que finalement, quand on se lance dans la production d'un album ou dans l'écriture, on se met tous j'ai l'impression des barrières stylistiques, on s'auto-censure, alors que ce qui est extraordinaire dans la musique de film, c'est que tout est permis stylistiquement, au niveau de l'écriture, au niveau de l'emploi des instruments, et même on s'encourage à utiliser des combinaisons qui sont incongrues, et c'est ce qui donne lieu à des musiques qui sont pour moi certainement les plus belles du XXe siècle. Morricone, pour moi, c'est le Mozart actuel, parce qu'il a l'habilité d'écrire des thèmes qui sont populaires dans le sens le plus noble du terme, des thèmes qui sont magnifiques, qui touchent tout le monde, qui touchent les enfants, les femmes, les gens qui sont pas forcément éduqués. Pour moi, quand je dis populaire au sens noble, c'est que voilà, ça touche le cœur de l'humanité et le cœur des gens. Et pour moi, c'est l'essence de la musique, c'est de communiquer et de toucher les gens. Et là, Morricone,
Je suis désolé, mais c'est le roi dans la place, quoi. Mais quelle différence, par exemple, entre Pink Floyd et Morricone, qui ont pu toucher tous les deux le cœur des gens, mais quelle est la différence essentielle qui fait que Morricone le micro pour Professeur Thibault, il est en train d'en placer une. Il a dit. Ouais. Oui, vous demandiez la différence entre le Pink Floyd et Ennio Morricone, Ouais. le LSD. Ah ouais, d'accord, oui, ça, c'est essentiel comme remarque, Professeur Thibault. Mais c'est vrai que en quoi la musique de film peut toucher plus le public qu'une musique qui n'est pas à voir avec des images. Ben, elle peut le toucher plus parce que c'est mécanique. Les gens vont au cinéma et écoutent du Ligeti envoyé en 2001 au-dessus de l'espace. Donc c'est les gens accèdent à une musique atonale, complètement abstraite, alors qu'ils n'auront jamais l'envie d'écouter ça. Donc c'est la vertu numéro 1 de la musique de film, c'est que ça fait avancer le discours musical et ça fait avancer l'habilité qu'ont les gens à écouter de la musique un peu bizarre. Alors la comparaison entre Pink Floyd et Morricone, moi j'aime bien Pink Floyd, mais bon, Morricone, il y a quand même une espèce de, en plus de ce côté populaire, j'allais dire, bien sûr, dans ces thèmes, mais si on décortique un petit peu sa musique, on se rend compte que ce mec est complètement fou, il étage des polyrythmies, des polytonalités, des choses qui sont très très riches. Il faut savoir que c'est une personne qui est frustrée en fait d'avoir fait sa carrière dans la musique de film, qui considère comme un milieu vulgaire, j'allais dire. Il appelle aussi ça, parce qu'il écrit aussi de la musique sérieuse, qu'il appelle sa musique. J'ai oublié le terme. Je viens de lire des interviews un entretien avec lui qui était passionnant. Et qui se trouve un peu déclassé en faisant de la musique de film, voilà, un peu comme Nina Simone qui aurait voulu être concertiste. Voilà, c'est ça. Donc il a toujours un peu ce regret, sauf que quand il se met à la table pour écrire une musique de film, ben, il se laisse jamais, il cède jamais à la facilité. Il y a toujours dans ses musiques un truc inattendu, un décalage, je ne sais quoi, qui fait que c'est personnel. Et à la fois, ça a l'air super simple, mais si on regarde un peu plus loin, c'est creusé, c'est pensé. C'est un type d'une richesse intellectuelle assez extraordinaire. Qu'est-ce qui fait qu'on peut écrire de la musique pour film ? C'est une idée de pouvoir illustrer des images, c'est parce que ça donne plus de possibilités, c'est parce que ça fait travailler l'imaginaire du compositeur ? C'est ce que je vous disais, c'est que la liberté donnée est quand même assez grande, même si on est contraint quand même par des images. On est contraint par des images, bien sûr, mais à la fois des images, on peut, tout est permis, quoi. Et c'est cette liberté qui est bonne à prendre, quoi. On va écouter par exemple un extrait de la musique de film de Tara Willy que vous venez de composer, et vous allez un peu nous expliquer comment vous composez ce morceau-là.
on écoute Olivier Cussac lorsqu'il compose pour un dessin animé, Terra Willy, sorti dans toutes les salles il y a le 3 avril, si je me souviens bien. On compose ça comment? On voit d'abord les images. Fred Thibault, professeur Thibault, nous rappelait juste hors micro là que Ennio Morricone, lorsqu'il avait fait les films de Sergio Leone lui avait demandé de composer avant les images. Vous composez devant les images ou simplement en ayant lu le synopsis du film? Oui, juste pour faire une parenthèse, je suis sûr que Ennio Morricone a composé pour des pornos sous un pseudonyme. Et sous acide, pour en revenir à Pink Floyd. En fait, là, on a pour l'habitude de travailler à l'image avec ce qu'on appelle un theme score. C'est des morceaux que le réalisateur et les monteurs ont placés de manière temporaire en disant tiens, on veut ce genre de musique à cet endroit. Donc là, le morceau temporaire, je me rappelle plus ce que c'était peut-être Quincy ou quelque chose comme ça, ou Lalo Schifrin. Donc l'idée c'était, et là c'est là que c'était difficile, c'était de ne pas être indigne de ce genre de références qui sont quand même qui placent la barre très haut. Donc là, on a une section de cuivre avec Nicolas Gardel, Ferdinand Doumer, Loïc Laporte. Donc là qui sont les musiciens de la version électrique, de la section électrique. Donc je me suis dit, on va essayer de faire ça bien et puisqu'on avait quand même pas mal de moyens, c'est relatif, mais on va prendre une vraie section de cuivre et les instruments qui vont bien. Donc le morceau, c'est pas trop mal ficelé, c'est vrai. J'espère que c'est à la hauteur des références, en tout cas. Et c'est vrai qu'on sent dans ce morceau-là des choses qu'on a déjà entendues. Moi, ça m'a fait penser à des morceaux du Sacre du Tympan, de Fred Palem, de certains morceaux de Burgalade, de choses comme ça, et très marqués par les années 70. Et c'est vrai que vous avez quand même cette patte années 70 avec les guitares qui ont toujours de la wah-wah, qui ont toujours des effets comme ça. Il y a cet intérêt pour cette période de la musique. J'aime pas la nostalgie, mais la couleur de ce morceau, c'est vrai que c'est quand même très 70 et je verse souvent là-dedans. Maintenant, j'ai quand même essayé d'insuffler un côté un petit peu années 80 avec une basse un peu distordue. Donc il y a ce mélange un peu de section de cuivre 70 et de rythme 70 avec quand même des couleurs sonores un peu plus modernes, genre les années 80, tu vois, modernes, quoi. Et quand je disais que vous étiez éclectique, on trouve à côté de ce morceau très marqué par le début des années 70, on trouve aussi ça qui a plus à voir avec, j'allais dire, le début de l'électro. Moi, ça m'a fait penser au premier morceau de Kraftwerk que j'ai pu écouter. Super, ouais. Et je me disais qu'en écoutant ce morceau, que dans la tête d'Olivier Cussac, il y avait quand même une sacrée culture musicale pour aller piocher un peu dans tous ces univers-là. Alors, ce morceau en particulier, sur le theme score, on avait de l'orchestral. Et là, je me suis dit, tant pis, je vais spoiler, mais le film n'est plus sur les écrans en France, tant pis pour les gens qui l'ont. Enfin, bref, c'est pas grave du tout. C'est la fin du film, et on était sur de l'orchestral, et là, je me suis dit, non, le héros décolle. C'est plus un enfant, c'est devenu un adolescent. Il a pris du galon. On met pas l'orchestre et j'ai écrit ce morceau en me disant tiens, c'est un va-tout. Parce que de toute façon, c'est le réalisateur qui a raison. Si ça lui plaît pas, on l'éjecte. Il était en vacances et j'ai attendu pendant 6 jours la réponse en disant mais il faut avoir je pestais contre lui, tu peux imaginer. Et il a fini par me répondre en me disant ouais, c'est super cool. Du coup la fin du film ouvre sur ce son, alors qu'on a sur tout le film on est plutôt sur de l'orchestral et la musique joue son jeu sur par rapport au le dénouement du film. Je le raconte pas. Qu'est-ce que ça vous fait d'avoir été jeune talent prometteur de la musique de film, tout ça prix donné en juin dernier par l'Union des compositeurs de musique de film, justement. C'est une reconnaissance du métier, c'est une façon de dire ça y est, cette fois j'ai mis un pied dedans. Alors ça me fait un peu rire, ce jeune talent à 47 ans. Mais oui, c'est vrai. Mais c'est le talent qui est jeune, c'est pas moi. Moi c'est fini. Mais par contre, ce qui m'a fait très plaisir, c'est que c'est un prix qui est décerné par
par un jury de Alex Jaffé. Alors ça, les gens me viennent plus en tête, mais en tout cas le président du jury, ça je me rappelle bien, c'était Éric de Marsan. Et c'est une figure ô combien vénérable de la musique de film en France, au même titre que Georges Delerue. Et donc le fait d'avoir été couronné et reconnu par ses pairs, en sachant qu'il y a de Marsan dans le jury, voilà, c'est ce qui m'a vraiment fait beaucoup plaisir dans ce prix, bien sûr. Ouais. Donc voilà, nous on va juste s'arrêter là-dessus. J'entends déjà le générique. WeFunk va bientôt arriver. Déjà oui, Olivier Cussac, c'est déjà terminé. Simplement deux concerts vous conseillez. La Crampe ce soir à l'Impro. Allez les voir, c'est absolument formidable. Et puis dimanche à 17h à l'Auditorium des Abattoirs, dernier concert de la saison d'un pavé dans le jazz, avec au programme le violoniste et altiste Mathieu Verchowski en solo, et puis Notong, un quartet associant deux contrebasses, une trompette et un saxophone clarinettiste, pour une musique libertaire et librement inspirée par quelques chants du monde. On avait prévu de vous en passer un extrait, mais Caramel Mousse, c'est terminé pour aujourd'hui. Olivier Cussac, merci beaucoup d'être venu passer ces 40 minutes avec nous, et à très bientôt. C'est un régal, merci beaucoup. Et on fera peut-être un numéro sur le studio Condorcet qui va bientôt disparaître, puisqu'il fait partie des démolitions qui sont actées autour de la rénovation de la gare Matabio et du quartier Matabio. Olivier Cussac, bon week-end et à bientôt. Merci beaucoup, Jokangro. Nous créons un événement. En fait, nous comptons avoir la moitié de toute la population du monde comme spectateurs.